Dans cette partie D, on s'intéresse à une application avec deux indices qui sont I et J. Ok. J étant compris entre 1 et I strictement. Et cette application va de R de X dans R de X, autrement dit, elle prend un polynôme en entrée et elle recrache un polynôme en sortie qui visiblement est créé par substitution. Bon, alors ça a l'air linéaire tout ça, et donc oui, dans ce sujet on va montrer que c'est une application linéaire, on va montrer que le degré ne change pas quand on fait passer un polynôme par son application, on va en déduire qu'elle est injective, et alors on va montrer qu'elle est surjective à la question D, visiblement. Donc on a un automorphisme. Ensuite on crée une famille de polynômes. Alors il y a toujours les indices I et J, alors c'est un peu compliqué. Ouh là là. Donc on a des relations un peu tordues. On a des relations simples à vérifier au début pour se familiariser un peu avec les choses. Voyons voir, on admet ensuite ça. Voilà. Alors, à noter que bon, bah, c'est un petit problème d'application linéaire qui porte sur des polynômes. Alors c'est assez sympa les polynômes, c'est plus sympa que les suites et les fonctions. Et c'est aussi plus sympa que les n-uplets. C'est un peu plus complexe, mais c'est plus simple à manipuler. En général, les sujets sont fabriqués avec des polynômes, donc ça va être cool de regarder ce sujet-là. Une autre remarque, c'est qu'on travaille en dimension infinie. R de X et R de X, c'est des espaces qui sont de dimension infinie, ça complique beaucoup les choses. Notamment, on ne pourra pas écrire de matrice ici, sauf éventuellement si on fait des restrictions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font à la question D. Ils font une restriction à Rn de X au départ, ce qui fait que là, du coup, on peut se ramener à un endomorphisme en dimension finie et donc passer par les matrices, par exemple. Ça, c'est une stratégie standard chez les polynômes, c'est-à-dire que si on prend un polynôme quelconque, bah, il peut être de n'importe quel degré, mais une fois qu'on a pris le polynôme, il est d'un certain degré, et donc il est dans un Rn de X, et donc on peut toujours le mettre dans un espace de dimension finie. Et donc souvent on raisonne d'abord sur les Rn de X, et ensuite on généralise au R de X. Alors on a quand même notre endomorphisme qui dépend de deux paramètres. Alors ça va de R de X dans R de X. Et un polynôme P, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? On fait J, multiplié par le polynôme P dans lequel on substitue X plus 1 à la place de X. Bon bah ça change pas le degré. Moins I fois le polynôme P, bon, le sujet met 2X, mais il est facultatif sous X. Et alors on est censé montrer que ça c'est linéaire, alors je connais qu'une seule méthode pour faire ça, c'est une méthode en 3 points. On commence par dire que on a un espace vectoriel qui est R de X, et en fait d'ailleurs on nous demande seulement de montrer qu'elle est linéaire, mais on peut montrer que c'est un endomorphisme, on a le même espace au départ et à l'arrivée. Alors, ça c'est un tiers du travail qu'on a fait. Deuxième tiers, il faut qu'on ait une application pour avoir une application linéaire. Ça veut donc dire que pour avoir une application, il faut qu'on ait le droit de prendre un polynôme au départ et qu'on ait le droit du coup de faire cette formule-là et que cette formule-là nous donne un résultat qui est bien dans R de X. Si on a ça, on a une application. S'il y a un seul polynôme pour lequel ça marche pas, c'est pas une application. Donc ça veut dire que bah déjà je vais affirmer que phi de IJ est une application. Alors ça serait bien qu'à un moment je fixe I et J comme c'est annoncé dans l'énoncé. Donc c'est une application, donc il faut que je le justifie. Bah en effet, si je prends un polynôme au départ, eh bien j'ai le droit de substituer x plus 1 dans P, et ça me fait bien un polynôme de R de X. Et donc J fois P de x plus 1 est aussi un polynôme de R de X, et c'est aussi le cas pour I fois P. Je vais mettre I fois P de X. Et donc du coup,
la différence de ces polynômes est aussi un polynôme de R de x, puisque R de x étant un espace vectoriel, il est stable par combinaison linéaire. Et donc cet élément-là est bien défini, et en plus on arrive bien dans l'espace comme convenu. Il reste plus maintenant qu'à faire la linéarité, et donc pour ça on prend toujours deux vecteurs. Alors il faut choisir des bonnes lettres adaptées à notre exercice. Comme on a des polynômes au départ, on va prendre des lettres adaptées aux polynômes, P et Q. Voilà nos deux vecteurs qui sont des polynômes. Après, on choisit toujours deux scalaires lambda et mu, et je maudis ceux qui utilisent la méthode qui n'utilise qu'un seul scalaire, ce qui n'est pas dans l'esprit des espaces vectoriels où on manipule des combinaisons linéaires de vecteurs. Et on doit donc montrer que phi ij, alors le nom est compliqué, mais c'est juste un nom, c'est pas grave, hein, il y a juste un ij en bas, de lambda p plus mu de q, autrement dit l'image de la combinaison linéaire doit être égale à la combinaison linéaire des images. Alors, c'est parti pour le calcul. Donc on part de ce qui nous intéresse et on va le simplifier petit à petit. Alors notre seule possibilité pour commencer, c'est d'utiliser la définition de phi de ij qui est définie par cette formule-là. Alors ceci est une manière commune de noter les énoncés. Il y a quelque chose qui est implicite, c'est que ce pâté qu'on a là, c'est l'image de p par phi de ij. Autrement dit, c'est phi de ij de p. Et donc pour calculer cette expression-là, il suffit juste de copier-coller lambda p plus mu de q à la place de p partout là-dedans, en faisant attention, c'est les p qu'on remplace, pas les x. Donc ici, je dois faire du copier-coller. Donc je remplace p par lambda p plus mu q. Et je réécris le reste. Donc là, j'ai un x plus 1. Je remplace p par lambda p plus mu q. Oups. Et là, j'ai un x. Ok. Alors maintenant que j'ai copié-collé, il n'y a plus de phi de ij. Et donc maintenant, je dois me débrouiller en faisant mes calculs pour obtenir ce que je veux. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être dispatcher le x plus 1 à l'intérieur de chacun des polynômes, et pareil là avec le x. Autrement dit, je vais obtenir que ça fait j fois lambda p de x plus 1, plus mu q de x plus 1, moins i lambda p de x plus mu q de x. Ok, et maintenant maintenant on va avoir recours à la stratégie habituelle dans les espaces vectoriels, à savoir on met les lambda à gauche et les mu à droite. Ce qui veut dire que on va compter combien on a de choses qui contiennent du lambda. Là par exemple j'ai un j fois un p de x plus 1. Je vais peut-être mettre j comme ça, p de x plus 1. Oh, je suis peut-être pas obligé de mettre la parenthèse. Ici j'ai aussi un lambda, mais un lambda fois un moins i p de x. Alors je vais mettre un moins i p de x. Et maintenant qu'on a mis tous les lambdas à gauche, on va mettre les mu à droite. Donc plus mu facteur de quoi? Ici j'ai un j fois un q de x plus 1. Et puis ici j'ai un mu fois un moins i fois un q de x. Voilà. Une fois qu'on en est rendu là, on se rend compte que mais toi je te reconnais là. En fait, toi t'es exactement lambda phi ij de p. Et toi aussi je te reconnais. C'est la même formule que là avec q à la place de p. Et donc toi en fait, t'es un phi de ij de q. Et on a exactement obtenu ce qu'on voulait. On reconnaît, on est parti du bon truc et on arrive effectivement à cette formule-là. Autrement dit, je vais mettre un CQFD parce que j'ai plus beaucoup de place. On a bien montré qu'on a une application linéaire. On a même prouvé en fait que c'était un endomorphisme, puisqu'on a le même espace au départ et à l'arrivée. Alors on est censé calculer le degré de phi ij de p en fonction du degré de p. Alors c'est compliqué ça.
Alors peut-être que la bonne façon de s'y prendre, en minimisant les choses à écrire, consisterait à prendre un polynôme de R de X non nul, parce que sinon il n'a pas de degré en fait. Et plutôt que de l'écrire comme une somme des coefficients fois les monômes, d'écrire que P en fait c'est son coefficient dominant. Un polynôme non nul a forcément un coefficient dominant, plus un reste, et donc avec un polynôme reste qui est dans Rn-1 de x. Alors, vous voyez, on a un entier positif, on a un nombre réel non nul, qui permet d'écrire le polynôme sous cette forme-là. On s'intéresse surtout au terme dominant qui va jouer surtout le rôle prédominant, et ça, c'est un peu une poubelle dans laquelle on met tout le reste pour ne pas avoir à se trimballer toute une somme. Et alors, maintenant, déjà on peut remarquer que n, c'est le degré de P. Et maintenant on peut calculer phi ij de P, où on a pris i strictement plus grand que j, plus grand que 1. Alors phi ij de P, c'est cette formule-là. Donc ça fait j fois P de x plus 1 moins i fois P de x. Donc il faut pas se laisser impressionner par la formule, puisqu'on a juste du copier-coller à faire, c'est-à-dire on a juste à remplacer P par ça, c'est-à-dire ici on va devoir substituer x plus 1 à x partout où il y a des x. Alors attention, là il y en a un aussi. Hein. Donc P de x plus 1, ça fait donc a fois x plus 1 puissance n plus r de x plus 1. On va pas avoir à calculer avec r. Et puis on a moins i, et là il y a juste besoin de recopier P de x, c'est-à-dire P, c'est-à-dire ce truc-là. A x puissance n plus r. Alors quand on utilise cette forme ici qui a séparé le terme dominant du reste, en fait on s'intéresse vraiment au terme dominant uniquement. Et donc là c'est pareil, on va s'intéresser uniquement au terme dominant. Alors va peut-être falloir qu'on développe un petit coup ça avec le binôme de Newton peut-être. On n'est pas obligé, hein, mais bon, je pense qu'on va le faire quand même. Pour faire des choses propres, on va dire que ça fait A, une somme qui va de 0 jusqu'à n, de k parmi n, et on va avoir un x puissance k. Voilà. J'ai utilisé le binôme de Newton là. Je vais commencer à séparer les termes. Par exemple, je vais mettre aussi ce terme-là qui me plaît bien, qui va me donner du terme dominant aussi, donc je vais le mettre ici. Et tout le reste, je vais commencer à le ranger dans une poubelle. Donc par exemple, il va me rester quoi? Il va me rester j fois r de x plus 1, moins i fois r, ou r de x comme vous préférez. D'ailleurs, ça aurait été plus malin d'utiliser la linéarité. Ça c'est phi de ij de r. Bon, on n'est pas obligé. Ok, on va s'occuper du bout là, c'est le bout le plus important. On va faire châle pour sortir le terme dominant de ce bout là. En fait, on va dire que ça c'est j, on a un a, et on a surtout, si je regarde le terme pour k égale n, il fait x puissance n. On se doutait bien que là-dedans, il y aurait un x puissance n. Et puis après, il reste aussi un autre polynôme qui contient tous les autres termes. Autrement dit, ceux-là, alors je les réécris, mais ça aurait été plus malin, ou je peux toujours, hein, ça aurait été plus malin de dire que ça c'est un polynôme S qui va aller dans la poubelle après. Et donc on va avoir moins i a xn et plus ce pâté-là, et là j'ai le courage de le réécrire, je ne sais pas si je vais l'avoir encore très longtemps. Parce qu'il va bientôt disparaître ce terme. Non, c'est un peu relou tout ça, mais l'idée c'est de rassembler ensemble les termes dominants qui sont là et là. Autrement dit, on a juste j moins i fois a fois x puissance n si on les rassemble les deux là. Tout le reste va à la poubelle. Alors, j'ai encore le courage de tous les écrire, mais en fait, c'est la dernière fois. Alors, pourquoi est-ce qu'ils vont disparaître ceux-là? Essentiellement parce que
En fait, le degré de R est strictement plus petit que N. Autrement dit, R est dans Rn-1. Donc ça veut dire que tout ce polynôme-là, en fait, il est dans Rn-1 de X. C'est pas parce qu'on a remplacé X par X plus 1 que le degré augmente. Non, non, pas du tout. On reste dans Rn-1 de X là et là. Et lui aussi, il est dans Rn-1 de X. Ce qui fait que tout ce polynôme-là, il est dans Rn-1 de X. Alors qu'on a un terme dominant qui est non nul, puisque on a pris la précaution de prendre un A non nul et de prendre un J qui est strictement inférieur à I. Autrement dit, ce nombre-là est non nul. Donc on a un vrai terme dominant non nul ici devant, on a un coefficient dominant non nul. Et donc le monôme le plus costaud, il est là, il est de degré n, et tout ça, ça se fait bouffer parce que c'est de degré inférieur ou égal à n-1. Et donc ceci nous donne le droit d'écrire du coup que, alors il me reste plus beaucoup de place, que le degré de phi de ij de p, c'est donc n, et n, c'est le degré de p. Donc on a bien réussi à établir que quand on prend un polynôme non nul, on a le degré de phi ij de p qui est égal au degré de p. Bon, en fait, quand on prend le polynôme nul, comme on a phi de 0 égale 0, puisque c'est une application linéaire, le degré reste inchangé aussi. Donc c'est vrai aussi. C'est vrai aussi si p égale 0, ça. C'est juste que, par contre, on a n égale moins l'infini. Le degré, c'est moins l'infini. Alors, on doit en déduire que l'application linéaire est injective. Alors, il y a un en déduire, ce qui suggère au niveau de la ruse qu'il va falloir utiliser ce qui a été fait précédemment, notamment la question précédente. La question précédente qui est... on va faire comme ça plutôt. Donc dans cette question, on doit en déduire que l'application linéaire est injective. Alors au niveau de la ruse, il y a un en déduire, ce qui suggère fortement qu'on doit utiliser la question précédente. Ensuite, pour montrer qu'une application linéaire est injective, en général, on utilise le noyau. Donc on pourrait déterminer le noyau. Et comme on est dans un espace de dimension infinie, en général, dans un espace de dimension infinie, il faut faire de la théorie et utiliser des petites techniques et des petites relations malines. En fait, la question précédente. Si on était en dimension infinie, on pourrait utiliser les matrices et les relations entre colonnes. Alors, une bonne trame pour trouver le noyau consiste à se demander à quelles conditions est-ce qu'un polynôme P est dans le noyau de phi de ij. Et donc un polynôme va être dans le noyau de phi de ij à condition que quand je l'envoie dans l'application linéaire, ça me donne 0. Alors je pourrais être tenté d'utiliser la formule là, mais si j'utilise la formule là, je n'utilise pas le résultat précédent. Le résultat précédent parle du degré. Et donc ce qui serait malin, c'est de faire intervenir le degré. Par exemple, si ce polynôme est nul, ça veut dire que son degré, c'est moins l'infini, puisque le polynôme nul est de degré moins l'infini par convention. Or, d'après la relation obtenue à la question précédente, le degré de phi de ij de p est égal au degré de p. Et donc ça revient à dire que le degré de ce polynôme c'est moins l'infini, ce qui revient à dire que p est le polynôme nul. Donc puisque la condition pour être dans le noyau est la même que la condition qui consiste à être le polynôme nul, ça veut dire que le noyau de phi de ij est le singleton 0. Et donc en particulier, notre application linéaire est injective. Alors, c'était une question théorique, donc les gens ont souvent peur de ce genre de questions. Il n'empêche, quand on s'y prend bien, donc la ruse nous disait d'utiliser la question précédente, au niveau des calculs, c'est
et du découpage du sujet, c'est très 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 sympa, très light, il y a très peu de choses à écrire et le raisonnement est très simple. Donc les questions théoriques sont souvent très sympas, à qui n'en a pas peur. Alors dans cette question, nous allons montrer que l'application phi de ij est surjective. Bon, ils ont interverti les notations, ce qui est pas malin du tout. C'est un peu pénible, mais on va devoir faire comme eux. Donc pour montrer qu'une application est surjective, on doit se munir d'une destination, c'est-à-dire d'un élément de l'espace vectoriel d'arrivée. Donc d'habitude je poserai Q, mais ici il nous force à prendre P comme notation. Et donc je vais préciser, ici c'est à l'arrivée, maudit soit-il. Et donc en fait on va chercher à trouver un Q au départ tel que phi de ij de Q soit égal à P. Et donc pour ce faire, c'est très 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 compliqué. C'est très compliqué dans un espace de dimension infinie. Pour ce faire, on va utiliser une stratégie diabolique qui consiste à se ramener à un espace vectoriel de dimension finie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que on va poser plutôt on pose n égale le degré de p. Bon, on va supposer que p est non nul parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Comme ça, du coup, on a un entier n. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va considérer une restriction. Alors, on va lui donner un gentil petit nom, peut-être psi. Et on va la restreindre. On va la restreindre à Rn de x. On va la restreindre au départ et à l'arrivée. Alors globalement, ça revient à faire ceci. C'est donc au lieu de prendre phi de ij, on prendrait psi. Et en fait, on partirait de Rn de x pour aller dans Rn de x. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Bah oui, on a le droit de faire ça grâce au travail qui a été accompli à la question B. Puisqu'on sait que quand on met P dans phi de ij, son degré reste le même. Et donc ça veut dire que si on part d'un polynôme de Rn de x, on va obtenir un polynôme de Rn de x. Donc on a encore une application en faisant ça. Et la restriction d'une application, qui est toujours une application d'une application linéaire, reste linéaire. Donc ça veut dire que psi est linéaire. L'application psi qui va de Rn de x dans Rn de x est linéaire. Mais il se trouve en fait que psi et phi de ij partagent la même formule. Or, phi de ij est injective, et du coup, le fait que phi de ij soit injective implique que psi l'est aussi. Tout simplement parce que si vous voulez avoir phi de ij de p qui vaut 0 pour être dans le noyau, puisque la formule est la même, il faut aussi, ça vous donne la même relation pour que psi de p soit égal à 0, et on a vu que fallait être nul pour être dans le noyau, donc forcément psi est aussi injective. À quoi ça sert tout ça ? Ça sert que maintenant on travaille en dimension finie, et en dimension finie on a le théorème du rang. Et en dimension finie, tout est plus facile, puisqu'en général, quand on a une injectivité, on peut en déduire une surjectivité. Et donc, avec le théorème du rang, qu'est-ce qu'on va obtenir ? On va obtenir que la dimension de l'espace de départ en ce qui concerne psi, autrement dit, c'est Rn de x,
va être égale à la dimension du noyau de psi plus la dimension de l'image de psi. Bah ouais, mais sauf que le noyau de psi, on a vu que c'était le singleton 0, puisque c'est la même chose que le noyau de phi. Et donc ça veut dire que la dimension de ça, c'est 0. Et la dimension de ça, c'est n plus 1. Donc forcément, la dimension de l'image, elle est égale à n plus 1. Mais sauf que l'image de psi, bah, elle est forcément inclue dans Rn de x. Mais alors, puisqu'on a cette inclusion et que les deux espaces ont la même dimension, et ben en fait, on a égalité entre les deux. Autrement dit, l'image de psi est égale à Rn de x. Alors, je manque de place, il va falloir que j'efface un petit peu. À quoi ça sert tout ce bin cela? Bah, ça sert à dire que puisque l'image de psi c'est Rn de x, et que justement P est dans Rn de x, et bah P est dans l'image de psi. Alors je vais devoir effacer, je vais effacer en haut. Hop. Hein, on a que l'image de psi c'est Rn de x. Or, on a pris P, puisque P de degré n, on a pris P dans Rn de x. Bah donc, P est une image. P est dans l'image de psi. Mais si P est dans l'image de psi, ça veut dire que il existe un Q dans Rn de x, tel que P est égal à psi de Q. Je vais effacer encore un petit peu. Et c'est là où on se rappelle que psi est la restriction de phi de ij. Et donc, ils partagent les mêmes formules. Ça veut dire que ça, c'est exactement la même chose que phi de ij de q. Et là, bingo, on a obtenu que p est bien égal à un phi de ij de q. Et on a obtenu en plus que le q, on peut le prendre dans Rn de x. Alors, c'est particulièrement diabolique, hein. Et c'est un peu compliqué comme question. Pour quelqu'un qui connaît la stratégie habituelle dans les polynômes, à savoir on part d'un polynôme dans R de x et ensuite on se ramène à la dimension finie en passant par Rn de x pour obtenir les propriétés qu'on veut, et qui a fait 2 ou 3 problèmes de ce style, c'est beaucoup moins compliqué. Alors en conclusion, donc pour tout P élément de R de x, donc on avait dit qu'on prenait un polynôme à l'arrivée. On a montré que il existe un Q, il est dans Rn de x, donc il est dans R de x aussi, au départ. Tel que P est égal à phi de ij de q, et ça veut dire que phi de ij est surjective. En passant, on remarque, comme d'habitude, que la surjectivité est beaucoup plus compliquée à montrer que l'injectivité. Alors, dans cette question-là, on se dit, oh, qu'est-ce que c'est que cette question-là? Oh là 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 là. Déjà, je vais pas vous mentir, c'est ma seconde vidéo et j'ai nasé la première fois. Et donc, oh, qu'est-ce que c'est que ces formules horribles? Celle-là, elle est un peu gentille, mais ça, c'est quoi cette horreur atroce? Et ça, il y a encore en plus une somme abominable. Mais comment ils sont définis, ces polynômes de la mort? Wow, il y a l'automorphisme qu'on a étudié à la question précédente, et en plus on prend une bijection réciproque et on met ça là-dedans, et puis ça a l'air d'être fait par récurrence parce que le J il bouge pas, mais on utilise le I précédent. Oh là 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 là, mais c'est la folie ce truc. Et donc ouais, c'est une question. Oh là, elle est showtime hein, celle-là. Et puis ouais, c'est la deuxième vidéo parce que j'étais parti en live et j'ai nasé. J'étais obligé de revenir en arrière, donc ouais, elle est un peu chaude. Alors, on est censé montrer que... comment dire? On est censé vérifier
que P de 2, 1 de x, alors j'ai pas mis le x, est égal à moins x moins 2. Si on utilise la ruse, on se dit que vérifier, normalement, c'est censé être facile, c'est pas censé être une fonction hardcore. Alors on va réfléchir un petit peu. Donc on doit travailler avec P de 2, 1. P de 2, 1, la seule façon de l'attraper, c'est de prendre i égale 2 ici, j égale 1. Auquel cas on obtient tout à bazar en fonction de P de 1, 1 qui est là-bas. Ok, donc on a un plan d'attaque. On peut certainement attraper P de 2, 1 comme ça. Bon, allons-y. Alors, P de 2, 1, alors, du coup, ça fait phi de 2, 1, moins 1. Je remplace pour l'instant. Alors, on a dit que i valait 2 et j valait 1. Je vais l'écrire en dessus. Au-dessus, voilà. Et donc, ça veut dire qu'on a un 3 plus x moins i, bah, ça fait un 1 plus x. Et là, on a P de 1, 1. Et donc, pour l'instant, on peut calculer comme ça. Ce bout-là, qui est assez abominable, on va le laisser là pour l'instant. On aura une surprise à la fin. Et donc, P de 1 plus x fois P de 1, en fait, ça fait juste 1 plus x, quoi. Ok, et donc maintenant, il est temps de s'occuper du bout là. En fait, pour vérifier que ça, c'est égal à ça, ce qui nous embête, c'est le phi de 2, 1. Mais ça, c'est un automorphisme. Et on n'a pas envie de s'embêter avec une bijection réciproque. Et donc, en fait, le bon plan, c'est de dire que ça va être égal, bah, si et seulement si phi de 2, 1 de P de 2, 1 est égal à phi de 2, 1 de x moins 2. Parce que ça a le mérite, ça virera la bijection réciproque et on travaillera qu'avec l'application phi de 2, 1 qui est un peu moche, quoi, mais avec laquelle on sait calculer. Et donc, bah, on n'a qu'à calculer les deux morceaux et à voir s'ils sont égaux. Alors oui, ceci c'est égal parce que, enfin c'est équivalent, parce qu'en fait un automorphisme c'est à ça que ça sert, un isomorphisme c'est à ça que ça sert. Ça sert à transformer un problème sans en changer la nature. Ça change l'apparence du problème sans en changer la nature. Un petit peu comme si je disais l'étudiant A est égal à l'étudiant B, si et seulement si le numéro de téléphone de l'étudiant A est égal au numéro de téléphone de l'étudiant B. Donc là, votre bon sens vous dit que ouais, il a raison et ainsi de suite. C'est parce que l'application qui a un étudiant associe son numéro de téléphone, c'est un isomorphisme. Et donc bah là, on a transformé le problème pour le rendre plus sympa. C'est plus facile de comparer deux numéros de téléphone que de comparer deux personnes, par exemple. Enfin bref. Donc bah on n'a qu'à calculer ces bidules-là, je vous promets, ça va être plus simple. Tout simplement parce que si je fais phi de 2, 1 de P de 2, 1, et bah il y a le phi de 2, 1 qui va se compenser avec la composée avec le phi de 2, 1 moins 1, la bijection réciproque. Et donc ça nous fait 1 plus x. Vous voyez, facile le calcul. Et maintenant, si je fais phi de 2, 1 de x moins 2, bah j'ai qu'à utiliser la formule du départ là de notre application linéaire Zarbi, alors qui nous dit qu'il faut faire j. Alors j c'est 1, donc je dois faire 1 fois mon polynôme dans lequel je substitue x plus 1, donc ça veut dire que je dois faire x plus 1 moins 2, moins le i, bah le i c'est 2, multiplié par mon polynôme, bah c'est x moins 2. Et donc ça me donne un calcul qui est tout gentil finalement. Je sens que ça va pas me plaire cette histoire parce que j'ai l'impression que je vais obtenir un moins. Alors est-ce que j'ai pas inversé? C'est phi de 2, 1. C'est i qui vaut 2, j qui vaut 1, x plus 1. Oui, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié le moins du moins x. J'ai oublié le moins là. Voilà. Donc ici, il y a un moins x moins 2, et donc quand je substitue x plus 1, ça fait moins x plus 1, et là j'ai moins x moins 2. Ouf. Et donc du coup, ici on a un 2x moins x, ça nous fait juste un x. Au niveau des constantes, combien est-ce qu'on en a? On a un moins 1 moins 2, ça fait un moins 3, plus 4, bah ça fait plus 1. Yeah, c'est la même chose, et bah donc c'est bon, puisque on vient de réaliser que ceci, c'est vrai. Et donc comme les équivalences sont vraies à condition qu'il y ait la même valeur logique aux propositions, puisque ça c'est vrai, donc ça c'est vrai aussi. Et donc on a bien vérifié que P de 2, 1 était égal à moins x moins 2.
Alors on est ensuite censé calculer P de 2,2. Alors P de 2,2, j'ai l'impression que la manière de le calculer c'est de mettre I égale 2 là-dedans. Et donc je vais faire le calcul ici. Si on fait P de 2,2, c'est censé être égal alors à moins, je vais remplacer déjà, la somme de J égale 1, alors j'ai I égale 2 donc à 1, de P de, alors de 2, J de 0. Donc ça veut dire que dans ma somme, il n'y a qu'un seul terme. Ça c'est une manière compliquée d'écrire que c'est juste moins P de 2, 1 et de 0. Oh, en fait c'est un calcul tout simple ça. En plus il nous donne P de 2, 1 ici. J'ai juste à remplacer X par 0 puisque je substitue 0 à X là-dedans. Et donc ça fait moins, entre parenthèses, moins 0, moins 2. Et donc on trouve 2. Moralité, le polynôme P de 2,2, c'est une constante qui vaut 2. Remarquez que cette question en deux parties contient une première partie qui est plutôt difficile, qui est de difficulté moyenne si on connaît le truc avec les isomorphismes, mais qui est difficile sinon et qui en aura fait peur à plus d'un. Mais à noter que en admettant le résultat qui nous demande de vérifier, la seconde partie de l'exercice est assez triviale en fait. Donc il ne faut pas hésiter à admettre ça pour obtenir les points de la seconde partie de la question. La fortune sourit aux audacieux. Autrement dit, la question 15b, elle permet à ceux qui ont eu le courage de faire la question 15a d'attraper des points supplémentaires. Bah ouais, parce que si on a fait la question 15a et qu'on a compris le principe, la question 15b, elle devient triviale en fait. Vous voyez, on cherche pas, on se dit, le fait que P32 soit égal à moins 2x moins 4, c'est équivalent au fait que, alors si je balance ça dans l'isomorphisme 3,2 de P32, donc l'isomorphisme qui va venir annuler justement la bijection réciproque qu'elle a, ça veut dire que l'image là doit être la même que cette image là. Alors maintenant il reste plus qu'à calculer de chaque côté, et donc de ce côté là, si je fais phi 3,2, alors je vais écrire quand même ce bins là, d'après la formule qu'on a ici, pour i égale 3 et j égale 2, donc ça c'est phi 3,2 moins 1 de... Alors il faut que je fasse 3 moins i, mais i c'est 3, donc ça fait juste x. I vaut 3. 3 moins 3 plus x, ça fait x, fois p de... alors c'est i moins 1, pas 1 moins i. Donc ici je dois avoir p de 2, 2, puisque on a j égale 2, i égale 3. Donc voilà, p de 3,2 c'est exactement ce polynôme là, qui a l'air moche écrit comme ça, mais finalement là ça va. Et donc quand on fait phi de 3,2 de ce bidule là, on trouve juste x fois p de 2,2. Et p de 2,2, on a calculé précédemment, ça fait 2. Et donc on trouve 2x. Donc ça c'est d'après le résultat de la 15a. Ça c'est parce que à la question 14, on a montré que les phi de ij étaient des automorphismes. Donc maintenant il nous reste plus qu'à calculer ce bins là en appliquant la définition. Alors on a i qui vaut 3 et j qui vaut 2. Donc si j'applique la formule, je dois avoir deux fois le polynôme là dans lequel je substitue x plus 1, donc ça fait ça moins 4, moins i, donc moins 3, fois le polynôme là. Donc une fois qu'on comprend comment est fait le calcul, c'est pas très compliqué. Alors voyons voir ce que ça donne ça. Alors les x, combien j'en ai? J'en ai moins 4 ici, plus 6, ça m'en fait 2. Et les constantes, j'en ai moins 4. Oula, je vais peut-être les écrire les constantes. Voyons voir. J'en ai moins 4 ici, j'en ai moins 8 là, et ici j'en ai plus 12. Ah ça vire. Et effectivement, c'est bien égal, et donc on a bien réussi à montrer et à vérifier que P de 3,2 c'est égal à moins 2x moins 4. Et donc on a obtenu ce résultat-là. On a bien réussi à le vérifier.
À noter que c'est sympathique qui nous donne les résultats des calculs qu'on est censé faire. Si on devait juste faire le calcul sans connaître le résultat, on souffrirait un peu plus. Alors dans cette question 16, on veut clairement montrer la propriété HI par récurrence. La question A a l'air d'être l'initialisation, ça devrait être simple. La question B, a priori un peu plus pénible, la transmission. À noter que la conclusion est à la question C, et donc on peut aussi admettre la 16A et la 16B et attraper facilement les points de la question 16C. Alors, c'est parti pour la question 16A. Alors tout d'abord, la relation H1 signifie que pour tout entier K de n, la probabilité que xk soit égal à 1 est égale à 1 sur factoriel k plus 1, la somme de j égale 1 jusqu'à 1 de p1j de k j puissance k. Voilà ce que raconte la propriété H1. Sauf que la propriété que xk soit égal à 1, on l'a calculée dans une question précédente et on avait trouvé que c'était 1 sur factoriel k plus 1. C'est plutôt bon signe. Et de ce côté-là, il y a un seul terme dans la somme, puisque c'est le terme pour j égale 1, et donc on a p1, 1 de k, et j vaut 1, donc 1 puissance k. Sauf que p de 1, 1, ça fait 1, et 1 puissance k, ça fait 1 aussi. Et donc on trouve que le terme de droite fait 1 sur factoriel k plus 1. Ce qui fait que, effectivement, pour tout cas élément de n, cette proposition H1 est une conséquence immédiate d'un résultat qu'on a obtenu à la question précédente. Ouh là là. Alors la question 16b, elle a l'air compliquée. Donc dans cette question, on a posé un i strictement plus grand que 1, on a supposé hi-1, elle est supposée vraie. Alors, on est censé étudier cette suite-là, définie par cette relation-là, alpha k. Utiliser la relation étoile qu'on a montrée dans une partie précédente. Utiliser aussi cette relation-là qui vient clairement de cette relation-là auquel on a appliqué phi de ij, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein, si je fais phi de ij de ça, ce qui est le truc de droite, je trouve les phi de ij et le phi de ij moins 1 s'annulent, je trouve 3 plus x moins 1, moins i, fois p de i moins 1j. Ok, donc en utilisant ça, on est censé montrer que alpha k est une suite géométrique. Wow. Alors, pour montrer qu'une suite est géométrique, j'ai tendance à partir de alpha k plus 1 et à essayer de trouver une constante fois alpha k. Alors, essayons. Si on fait alpha de k plus 1, on va donc trouver factoriel de k plus 2 fois p de donc xk plus 1 égale i, moins la somme de j égale 1 jusqu'à i moins 1 de p i j de k plus 1, j puissance k plus 1. Wow. Ok, alors comment est-ce que je suis censé me ramener à alpha k avec ça? Wow. Alors en utilisant les relations qui sont au-dessus. Bon, clairement, on n'a qu'à partir du p de xk plus 1 égale i qui doit venir de là. Donc on a envie de balancer la relation étoile à la place de ce bidule-là. Ça me paraît une bonne approche, allons-y. Je sais pas si j'aurai assez de place, je devrais effacer certainement des choses. Donc on a notre factoriel k plus 2 multiplié par un i sur k plus 2, ah bah ça va simplifier, sympa, fois p de xk égale i, ça je le sens bien. Et on a un plus 3 plus k moins i sur k plus 2
P de xk égale i-1. Je faire mon crochet. Et j'ai ce pâté là qui arrive ici. J'y ai pas touché. Bon, peut-être que ça va bien se passer. Ou pas. On va voir. Bon, j'ai pas beaucoup de place, je vais devoir en faire. Mais dans la mesure où je viens d'utiliser la relation étoile, et je ne l'utiliserai plus, hein, je vérifie juste que j'ai bien tout recopié correctement. Je pense que ça, donc, on peut l'effacer, ça nous servira plus. Bon, ça je pense pas que je m'en servirai non plus. Ça non plus, puisque on l'a écrit autrement. En bas, elle est écrite là. À mon avis, ça on s'en servira pas non plus. Alors, j'espère. Donc, effaçons tout ce pâté là. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je meurs d'envie de développer le boula. Il va y avoir un K plus 2 là qui va simplifier. Et on va obtenir un 1 sur factoriel K plus, enfin, un factoriel K plus 1 fois un truc comme ça. Donc, ça va ressembler à ce bidule là. Il y aura un I devant. Bon. On va voir ce que ça va nous donner. Alors, façon bien. Donc, voyons voir. Le alpha K plus 1. Donc on a dit, on a un I, ensuite on a un P de xk égale I, et on a un divisé par factoriel de K plus 1. Ok, ça c'est plutôt bon signe. Qu'est-ce que je raconte moi? C'est un Qu'est-ce que je raconte? C'est un multiplié par factoriel de K plus 1. Ouais. Voilà. Donc ça commence à ressembler au boula. Sympa. Là aussi, on va avoir la simplification qui va faire apparaître un factoriel de K plus 1. Et on va avoir ce boula en plus. Donc bon, ça serait peut-être malin à un moment de factoriser par factoriel de K plus 1. Alors, donc on a un factoriel de K plus 1. On a aussi un 3K moins I. Un 3 plus K moins I. Fois un P de xk égale I moins 1. Et puis on a ce bout-là. Ok. Moins la somme de J égale 1 à I moins 1. Et P de IJ de K plus 1 fois J puissance. Bon, presque pas là, c'est I moins 1. J puissance K plus 1. On n'écrive plus. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va devoir quand même faire apparaître alpha K et il n'y a pas trop d'autres possibilités ici avec le I. J'ai bien envie de faire passer le boula de l'autre côté et de remplacer. Pour écrire par exemple que ça fait I facteur 2. Et donc je vais avoir un alpha K plus la somme de J égale 1 à I moins 1 des PIJK J puissance K. Donc ça c'est juste le boula. Et donc on a encore ça plus ça. Donc on a encore un plus factoriel de K plus 1 fois un 3 plus K moins I P de XK égale I moins 1 moins la somme là que je recopie à l'identique. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça? Alors, j'ai envie de dire que ça c'est I fois alpha K, et je la sens arriver là, ma suite géométrique. Je pense que tout le reste devrait s'annuler, et c'est ça qu'on va devoir montrer. Alors, à un moment, il va falloir qu'on utilise ça aussi.
Ah ouais, je le sens bien. Par exemple, là, ça ressemble un peu au pâté... Ah, ça ressemble ou ça ressemble pas? On va voir. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un truc avec ça, là. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai un... Parce que je sens trop que j'ai envie de prendre k égale x. Là, j'aurai un k à l'intérieur. Il m'inquiète un peu le p là-bas. Pourquoi j'ai un p? Ah, c'est une probabilité. Oui, ça c'est normal. J'ai un p parce que je l'ai pas encore... J'ai pas non plus utilisé hi-1. Ouh, la boulette. Et bah c'est peut-être là maintenant que je dois l'utiliser. Wow, c'est mortel comme truc. Ouais, je sens trop qu'il faut que j'utilise hi-1 parce que ça, là, c'est justement ce que va nous donner hi-1. Donc ok, on va faire ça. Bon, je pense que je peux effacer le bout là vu que j'ai déjà fait apparaître alpha k. Donc maintenant, il faut surtout que j'obtienne que tout le reste vaut 0. Alors. Oh, elle est chaude cette question. Bon, on s'en doutait un peu. Donc voyons voir, je vais tout réécrire. Donc ici j'ai un i alpha k, ok. Là j'ai un i, somme de j égale 1 à i-1. Celui-là je le sens bien pour l'instant. ij de k, j puissance k. Maintenant je vais utiliser mon hi-1. Donc je touche pas au factoriel k plus 1. Je touche pas au 3 plus k moins i. Toi je t'efface parce que j'ai besoin de place. Je vais t'écrire au-dessus. Donc en fait, d'après hi-1, ça c'est 1 sur factoriel. Alors c'est i-1. Donc c'est 1 sur factoriel de k plus 1 fois la somme de j égale 1 jusqu'à donc i-1 p de i-1j k j puissance k. Et là j'ai encore cette somme là que je réécris. Et b. Bon. Il y a de bonnes chances que ça soit ça, hein. C'est pas comme s'il y avait 50 milliards de chemins. Alors bah déjà, bonne nouvelle, ça et ça vient. Ok. Ensuite, on a plein de sommes qui vont de j égale 1 jusqu'à i-1. On va toutes les rassembler ensemble, hein. Donc on va écrire que ça c'est i alpha k. On va tout balancer dans une somme en utilisant le principe mathématique qui dit que pourquoi utiliser 3 objets quand on peut en avoir qu'un seul. Donc on va avoir une somme, la première ça va être i p i j de k j puissance k. Voilà, c'est cette somme là. Ici, je vais avoir un plus, alors 3 plus k moins i, hein, ça ne dépend pas de j ça. Et si je balance dans la somme, je vais avoir des p i-1 j de k j puissance k. Et puis il y a cette somme là qui me fait un moins. Et donc là je vais avoir un p ij de k plus 1. J'espère que j'ai pas de changement d'indice à faire parce que il va falloir que je regarde. Il y a un truc qui me plaît quand même. Ouais, il y a un truc qui me plaît. Le truc qui me plaît, c'est la puissance k plus 1 ici. Je vais utiliser le j puissance k plus 1 pour mettre un j devant et l'enlever d'ici. Je vais le barrer comme ça, on verra qu'il est parti. Bah parce que du coup, ce truc-là, on peut le réécrire un peu comme dans le sujet. Je crois que ça a commencé par J. Ouais, c'est ça. En fait, ce truc-là, il fait un moins. J'ai un J. J'ai un PIJ de K plus 1. Sous-entendu, vous voyez, ça c'est un X plus 1 où j'ai pris X égale K. Fois un J puissance K.
moins, alors les j puissance k, on va les mettre en facteur, hein, plus malin. Donc, alors, j, p, i, j de k plus 1. Alors, puisque j'ai mis un moins, ici, je vais avoir un moins i, p, i, j de k. Et le j puissance k a été mis en facteur. Et puis là, je me récupère le plus 3 plus k moins i, p, i moins 1, j de k. Et alors, il se trouve que ça, je reconnais phi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Pardon. Là, on reconnaît phi de i, j de x pour x égale k. Hein, puisque ça fait x plus 1 avec x égale k, ça fait k plus 1, ici, et ainsi de suite. Et justement, là, ils nous ont dit que ce pâté-là, alors, j'ai oublié, le moins, il s'arrête là. Hein. Ah, qu'est-ce que j'ai fait comme une bêtise? Il faut que je mette un crochet. Le moins s'arrête là. Voilà. Et ce truc-là, justement, ils disent que 3 plus k moins i fois p1 moins 1 j de k, ça c'est exactement aussi, d'après ce qu'ils nous racontent, phi ij de x pour x égale k. Bah donc c'est la même chose, sauf que là on l'a avec un plus et là on l'a avec un moins. Et donc dans notre somme qui va de 1 à i moins 1, et bah, alors là il y a un i, et bien en fait tout ce gros pâté là s'annule. Donc les j puissance k on s'en fout un peu, ce qui fait qu'à la fin on trouve que ça fait i fois alpha k. Et donc effectivement la suite alpha k elle est géométrique de raison i. Géométrique de raison i. Bon, c'est un peu une question de folie là. C'est quoi de cette somme et cette propriété qui sort de nulle part? Mais c'est vraiment, c'est un truc de malade quoi ça. Alors là-dessus, on doit déterminer alpha de 0 et en déduire que hi est vrai. Wow. Wow. Alors c'est quoi alpha de 0? C'est pour k égale 0. On va y voir. On va effacer déjà. Bah parce que si on trouve alpha 0, on trouve toute la suite alpha k vu qu'elle est géométrique. Bon, ça devrait être suffisant. Elle doit valoir cher cette question, mais je pense que quasiment personne l'aura faite. Ok, alors en fait, alpha 0, d'après leur définition, ça doit être égal à factoriel de 0 plus 1. La probabilité que x0 soit égal à i, qui a été fixée, moins la somme de j égale 1 jusqu'à i moins 1 de p i j k j puissance alors là c'est k, on a dit que k était égal à 0, j puissance 0. Ok, ça simplifie tout ça puisque ça fait 1. Ça là, ça fait 1. Et PIJ de 0, alors que je réfléchisse, qu'est-ce que c'est que ce bins? Alpha 0. Donc le boulage, je le sens bien puisque à x0 c'est le nombre de boules au tout début, x0 c'est 1, c'est le nombre de blanches. Donc tout dépend du fait que i soit égal à 1 ou pas. Alors on va y voir par exemple. Si i égale 1, et bah ici on a 1 fois 1 moins
De l'autre côté, on a une somme qui va de 1 à 0 et qui vaut 0. Et donc dans ce cas, on a alpha 0 qui vaut ce nombre-là. Alors par contre, si i est strictement plus grand que 1, ce qui est le cas, c'est ce qu'ils avaient dit, on est plutôt dans le cas là. Si i est strictement plus grand que 1, ici on a 1 fois 0. Et donc on se retrouve avec une somme qui va de j égale 1 jusqu'à i moins 1 des p i j de 0 fois 1. Alors, sauf que les PIJ de 0, c'est peut-être un peu tordu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors... Alors, la somme de j égale 1 à i-1 des PIJ de 0, on reconnaît la formule donnée par l'énoncé, et c'est égal à moins. Donc ça, c'est égal à 0 moins PI. C'est moins PI I de x. Donc ça c'est censé être égal à alpha 0. Vous trouvez que alpha 0 quand i est strictement plus grand que 1 vaut quelque chose d'un peu étrange. Ça vaut p de i de x. Qu'est-ce que c'est que ce bins? Alpha 0 c'est censé être un nombre et on trouve que c'est égal à un polynôme ici. Alors ça implique en fait que ceci c'est un polynôme constant. Ça ne serait pas possible sinon. Et alors on va s'en sortir de la façon suivante. Alpha k est une suite géométrique de raison i, donc ça veut dire que c'est égal à alpha 0 fois i puissance k. Ce qui veut dire que c'est égal à p i de x fois i puissance k. En fait, comme c'est un polynôme constant, quelle que soit la valeur de x, on aura le même résultat. Et donc j'ai bien envie de mettre... alors j'ai envie de mettre... j'ai envie de mettre k à l'intérieur ici. Et donc ça va être égal à PII de k fois i puissance k. Alors ça va être un peu plus clair plus tard. C'est parce que alpha k est aussi égal à factoriel de k plus 1 fois p de xk égale i moins la somme de j égale 1 jusqu'à i moins 1 des PIJK. Question de folie. Et donc en fait ce que j'ai envie de faire, c'est que puisque ceci est égal à ça, et ben on n'a qu'à faire passer la somme d'un autre côté, puisque ça a exactement la tête de ça pour j égale i, le terme qui manque dans cette somme. Et donc on va l'ajouter à la somme, on va avoir une somme qui va de j de 1 à i, et ensuite on va passer le factoriel k de l'autre côté. Ce qui nous donne en fait, du coup, on va avoir donc la somme de j égale 1 jusqu'à i de p i et j de k fois j puissance k, hein, puisque ce terme-là, c'est ce terme-là pour j égale i. Et donc on fait passer la somme de l'autre côté. Égale factoriel de k plus 1 fois p de xk égale i. Et en divisant par la factorielle, on trouve donc que p de xk plus 1 est égal à
1 sur factoriel k plus 1 fois cette somme-là. Et ce résultat-là, c'est exactement la proposition HI. Et donc ça achève notre transmission pour cette récurrence. C'est un peu une récurrence de folie. Je soupçonne le concepteur du sujet d'être un chercheur qui a tapé un peu trop haut là. Cette question, elle est juste atroce quoi. Donc ok, on y arrive. Si on essaye, si on est patient, mais personne l'aura fait en DS quoi. Donc clairement, il vaut mieux l'admettre et faire autre chose. Hein. Ça vaut juste pas le coup de la faire cette question. Alors par contre, la CC est triviale, hein, par récurrence. Hein, la transmission a été faite, je veux dire, la relation H1 a été montrée au 16A. On a montré aussi que HI-1 impliquait HI au 16B. Et bah la conclusion pour tout I supérieur ou égal à 1, HI est vrai. Autrement dit, on montre par récurrence une formule un peu de folie pour calculer la probabilité que xk soit égal à I. Autrement dit, on est capable de calculer toutes les probabilités qui interviennent dans ce problème, mais c'est un peu un truc de folie ici, hein, la question 16. Alors au 17A et au 17B, je pense que le concepteur de ce sujet veut se racheter des souffrances par lesquelles il a fait passer les étudiants 16B en leur donnant des points faciles. C'est-à-dire qu'au 17A, on peut admettre le résultat qui a été établi au 16, à la question 16, c'est-à-dire que cette probabilité-là, on sait la calculer à l'aide des polynômes un peu arbitres qui ont été établis avant. Et il nous suggère d'utiliser le résultat de la question 7C, qui est celui-là. Non, ça c'est le 15A. En utilisant le résultat de la question 15A, bah oui, on avait calculé les polynômes P de 1 et P de 2 qui vont nous servir dans cette formule-là. On est censé retrouver le résultat de la question 7C qui est ici. Autrement dit, il faut essentiellement appliquer ce résultat-là pour I égale 2. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve pour I égale 2 ? Bah, on trouve 1 sur factoriel K plus 1. On trouve une somme qui va de J égale 1 jusqu'à 2 dp de 2JK. Alors, J puissance K. Mais on va pas laisser ça comme ça. On va écrire que c'est un 1 sur factoriel de K plus 1. Et on a une somme avec deux termes. Donc on va trouver en fait P de 2, 1 de K fois 1 plus P de 2, 2 de K fois 1, 2 puissance K. Et donc avec ces expressions-là, P de 2, 1 c'est moins x moins 2. Donc on va trouver un moins K moins 2. Et ici, on va trouver un 2 puissance k multiplié par 2, donc on va trouver un plus 2 puissance k plus 1, le tout divisé par factoriel de k plus 1. Et alors, oh surprise, c'est exactement ça. Voilà. Donc c'est bien juste une application de la formule du 16 de HI pour les données qu'on a trouvées au 15A. Alors le 17B, ça doit être exactement le même bins, c'est-à-dire que encore une fois, c'est des points donnés gratuitement en faisant une application numérique, à condition d'avoir admis le résultat de la question 16 et d'avoir fait le résultat de la 15B. Alors, à noter que on va avoir besoin de la 15B certainement. Alors, à la 15B, on a montré que P de 3, 2, voilà,
on nous donne P de 3,2 et on a admis P de 3,1 et P de 3,3. Ok, bon bah on nous a tout donné en fait. Et donc appliquons cette formule pour trouver P de xk égale 3. Je vais écrire directement la somme. Bon bah on a un divisé par factoriel de k plus 1 en bas. Ensuite, on va avoir ces polynômes là, donc on va avoir, alors ici on a i qui vaut 3, donc on va avoir P de 3, 1 de k, alors fois 1 puissance k ça fait 1, plus P de 2, 1 de k, fois donc un 2 puissance k, plus un P de 3, pardon, c'était un 3 ici et un 2 là. P de 3, 3 de k, fois un 3 puissance k. Et donc si on utilise les choses qui ont été trouvées et données, P de 3, 1 c'est 1,5 de x au carré plus 3,5 de x plus 1. Oula, alors il faut que je mette un k dedans, donc ça va faire un 1,5 de k au carré, plus un 3,5 de k plus 1, donc ça c'est ce nombre-là, plus, on est censé mettre la P de 3,2 qui a été donnée aussi, c'est moins 2x moins 4, donc on va avoir moins 2k moins 4 fois un 2 puissance k, je vais manquer un peu de place, je vais écrire en dessous, et P de 3,3 c'est 3, donc ça fait un 3 fois un 3 puissance k, ça fait un 3 puissance k plus 1, j'ai peut-être tout jusque la place pour l'écrire là, 3 puissance k plus 1, et le tout est divisé par factoriel de k plus 1. Voilà. Donc en fait, la 17A et la 17B, c'est juste des applications numériques, des résultats qui se trouvent tous dans le sujet.